Bienvenue dans ton épisode pour le fameux show. Aujourd'hui, je reçois Dr. Christian Hood. On va parler de quelque chose qui me passionne énormément, les relations interpersonnelles. Que tu sois en couple ou célibataire, l'épisode est pour toi. On commence par où quand on veut être en relation? On commence à être en relation avec soi-même. Alors, selon docteur, j'en ai des frissons partout, Mmh. il faut commencer par l'amour de soi. Tu m'as dit ça. Alors, je vais te laisser te présenter, puis après ça, je vais commencer avec une question. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christian Hood, je suis psychologue depuis 30 ans maintenant. Je pratique la psychothérapie individuelle et de couple qui est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'aime ça, voir les gens chicaner et essayer de régler la scène conflictuelle. Ouais, quand on parle d'amour entre deux personnes, on est beaucoup centré sur est-ce qu'elle va m'aimer, puis est-ce que je vais l'aimer. Est-ce qu'elle va être à ma hauteur? Est-ce que je vais être à sa hauteur, et cetera? Mais on s'attend très peu à l'amour pour soi-même. Heu, il est clair, de dire que l'amour de soi précède l'amour à 2. Dans notre jeune vingtaine, souvent, ce qu'on tente de faire quand on tombe en amour, c'est qu'on tente de se regarder de façon positive à travers les yeux de l'autre. Si mon chum, il me dit que je suis belle, peut-être que je peux me construire une histoire dans laquelle je suis belle, mais j'ai besoin de lui pour me le faire sentir, j'ai besoin de lui pour le croire, parce qu'au fond de moi, je ne le crois pas encore. Et ça, ben, c'est l'apprentissage qu'on fait, je dirais, dans 20 et 30, 35 ans pour certains. Comme de quoi, ben, si moi, je me trouve pas belle d'abord, même si l'autre me trouve belle, ça ne pourra pas marcher. Exemple, si je dis à ma conjointe, «Wow, t'es vraiment belle» pendant qu'elle se regarde devant le miroir. Si elle me dit: «Ah, tu trouves? Moi, je trouve pas que je suis si belle que ça». Ben, on a un bel exemple de: «Tu vois, ma chérie, même si moi, dans ma tête, il y a une belle histoire que je me raconte quand je te vois, devant le miroir, comme de quoi tu es vraiment magnifique. Si toi, tu as pas ce discours à l'intérieur de toi, ben, l'amour que j'ai pour toi n'a pas de valeur tant que ça, puisque pour toi, tu n'as pas de valeur à tes propres yeux. Alors, c'est un bel là, je le fais par rapport à la beauté physique, mais ça pourrait être à propos de n'importe quoi. Donc, évidemment, quand on tombe en amour, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a tendance à tomber dans l'idéalisation, c'est-à-dire que l'autre est mis sur un piédestal. C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est parfaite. Et alors que l'amour, lui, il va pas dans cette forme d'ego, si on peut dire, d'idéalisation, mais plutôt il va aller dans l'admiration. Donc, waouh, elle est vraiment belle. Non, c'est pas la plus belle de la gang, là, mais pour moi, elle est vraiment super excellente. Donc, la capacité de passer de l'idéalisation à l'admiration, c'est déjà sain en soi. Et c'est la même chose pour soi-même. Donc, apprendre à admirer des choses de nous, mais pas idéaliser notre vie pour apprendre à s'aimer. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne pourra jamais être parfait dans le fond. Et si j'essaie de m'aimer à condition que j'ai le corps parfait, à condition que j'ai la job parfaite ou à condition que j'ai un réseau social qui fit parfaitement avec moi, j'y arriverai absolument jamais. Donc, la connaissance de soi et l'amour pour soi sont fondamentales avant d'établir un couple heureux. Ça revient un peu aussi à la course effrénée contre l'ego, qu'on va parler dans un autre épisode. Ce que j'aime, c'était ça ma question. OK, il faut s'aimer soi-même avant d'être en couple, mais c'est presque impossible à mes yeux de s'aimer, mais il faut s'aimer imparfait. Alors, c'est ça la clé du succès, c'est s'aimer imparfait qui est justement lâcher la course effrénée à l'ego, à cet idéal-là. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a résonné. Est-ce que la validation extérieure qu'on a souvent besoin est développée entre l'âge de 20 et 30 ans? C'est ça que tu disais? Le «Ah, il me trouve belle, la façon en relation». Je pensais que c'était à l'enfant parce que c'est une question qui revient beaucoup. Et des fois, j'utilise exemple une fleur. «Ah, elle sent bonne, la fleur est belle». Moi, je l'aime pas la fleur, je déteste l'odeur. Est-ce que la fleur est moins belle parce qu'elle sent moins bonne à tes yeux? Non. Parce que moi, c'est un exercice que je dois appliquer dans ma vie. Alors, pour les gens à la maison qui souffrent un peu de ça, de besoin de validation extérieure, ça vient de où, ça? Très bonne question. D'abord, quand je précisais entre 20 et 35, je parlais vraiment de quand je commence à construire ma vie amoureuse. Donc, quand je commence à chercher un partenaire.
Mais ça commence, dès l'enfance. C'est-à-dire que quand on est un enfant, pensez à Antoine, il y a 4 ans, il vient de faire un beau dessin, puis Antoine, il va avoir le réflexe de vous montrer son dessin pour dire: «Est-ce qu'il est beau mon dessin, maman?» Donc à l'enfance, on a besoin de l'approbation parentale pour se construire l'image de nous. Parce que maman m'a dit que j'étais bon en dessin, je peux me construire une image que je suis bon en dessin. Après ça, à l'adolescence, Donc, quand l'enfant fait un dessin et il montre à ses parents, moi, j'aurais une question. Est-ce qu'on doit être tout à «Ah, c'est beau» ou quand même des fois nuancer, dire: «C'est bien, mais il manque un soleil dans le coin» pour que l'enfant n'arrive pas à American Idol, qui chante, qui ne savent pas chanter, qui faussent, puis qu'ils ne le sachent pas encore, puis qu'ils l'apprennent devant les juges à la télé. Comprends-tu que je peux? non, je ferais pas ça. C'est bravo sans mais, en fait. On ne met pas de mais. D'accord. D'ailleurs, c'est un truc avec les adultes, hein, «Elle est belle ta robe, arrêtez là, mais elle est trop grande pour toi». Hey, les gens ont tendance à mettre faire des compliments avec des «mais». Donc non, parce que l'enfant, il a pas la capacité de se construire une image positive de lui-même. Donc je vais s le dessin qu'il a fait est affreux, hein, on s'entend là-dessus, c'est poche, comme on dit, mais je vais quand même lui dire qu'il est bon parce qu'il a besoin de mon approbation parentale. Il a 4 ans, il est pas capable de le faire par lui-même. À l'adolescence, je vais avoir besoin de cette même approbation-là, mais elle va se déplacer de mes parents à mes amis. Là, ce que ma gang pense de moi est très important. Hein, c'est pour ça que faites-vous-en pas si vous avez un Antoine de 15 ans qui vous dit ce que tu penses à par rapport. Tout ce que mes amis pensent, ça a du sens. Il est normal. Mais la dernière étape du développement de l'estime de soi, c'est à l'âge adulte, l'âge où, si on me dit, ben, c'est vraiment laid ce que tu portes, je pourrais répondre, bah, c'est ton opinion, je la partage pas. Moi, je trouve plutôt ça beau ce que je porte. Donc, je n'ai plus besoin de l'approbation des autres pour construire mon image de moi. C'est ça la dernière étape. C'est cette étape-là qui manque à cause probablement qu'on est accroché à nos réseaux sociaux et à ces likes qu'on a besoin d'avoir. Ou si j'ai 12 ans puis je me fais des selfies, puis que là, j'ai besoin que mes amis me disent que je suis belle, ben si je dépasse pas cette étape-là dans ma vie, c'est une étape normale quand elle a 12 ans. Elle a besoin que ses amis lui disent qu'elle est belle, c'est correct. Mais devenir un adulte veut dire que la seule approbation dont j'ai besoin, c'est la mienne. Puis si moi, je me trouve à la hauteur, si moi, je me trouve belle dans cet habit-là, ben, c'est correct, même si cela te déplaît. Donc ça vient de l'enfance. C'est pour ça que c'est un travail à faire sur soi, à apprendre à euh, de dépendre que de notre propre approbation. Après ça, quand on arrive dans la vie de couple, parce que c'est vers 16 ans, 17 ans qu'on commence à s'intéresser à vivre en couple, à aimer, à être aimé, c'est là que cette construction-là va être en jeu parce que là, on veut être à notre meilleur, puis rencontrer quelqu'un qui est à son meilleur et c'est là que les égos vont se rencontrer et c'est tout un autre apprentissage à s'aimer dans la vulnérabilité, donc dans l'imperfection. Alors, si on a passé l'étape de la validation extérieure, c'est construit, on sait notre valeur, puis si tu ne la sais pas, repense à l'image de la fleur. Si la fleur est belle, puis elle sent bon à tes yeux, puis la personne d'à côté trouve que la fleur, elle sent pas bon, puis elle est pas belle, ça ne change pas la fleur. Fait que c'est pareil pour toi. Alors, apprends à t'aimer là et aujourd'hui dans tes imperfections. Plus que tu t'aimes dans tes imperfections, plus que tu vas atteindre la cible que tu vas t'être donnée, parce que tu vas être dans la compassion. Et ça, on est ailleurs, on est dans les C'est bien dit. en 2025, là, je sais pas, je pense que sur les réseaux, tu es peut-être moins là. Il y a des gens qui voient ça, il y a d'autres non, mais la fameuse masculinité, féminité, bon, sacré ou pas sacré, mais les rôles dans un couple, parce que là, je veux aider les célibataires, je veux aider les gens en couple. Quelle est la meilleure façon d'être harmonieusement équilibré dans un couple aujourd'hui en 2025? Parce que les standards changent, mais on ne change pas que biologiquement, on est un homme ou une femme. Et je pense qu'on a des cerveaux très différents, on a des besoins différents, puis on apporte des choses différentes, à mes yeux. Puis moi, je sais, tu sais, je me mets souvent les pieds dans les plats. Dans le rôle de l'homme, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme? Alors, vraiment, à tes yeux, à toi, dans ton expérience, c'est quoi le meilleur harmonie qu'on peut avoir pour réussir un couple?
Si j'avais cette recette-là, je suis probablement multimillionnaire, parce que pour moi, l'harmonie, c'est quelque chose qui est instable. Donc, heu, un funambule n'est jamais en équilibre sur son fil, mais bel et bien en constante rééquilibration. Donc, c'est une image que c'est important de garder dans la vie de couple parce qu'un couple, ça passe sa vie à se rééquilibrer. Ça n'a pas d'équilibre parfait. Heu, En ce qui a trait au rôle des hommes et des femmes, ben, quand on recule à l'époque de mes parents, par exemple, les rôles étaient très bien définis, juste niaiseux, mais l'homme s'occupait du dehors, la mère du dedans. Souvent à l'époque, les femmes travaillaient moins, s'occupaient des enfants et c'était des rôles très bien définis dans lesquels hommes et femmes s'y retrouvaient. Moi, je suis tout à fait en accord avec la libération de la femme au Québec. Je reviens d'un voyage au Maroc où, la Marocaine me disait que la femme qu'elle admire le plus dans le monde, c'est la québécoise, évidemment. Les femmes du Québec réalisent pas à quel point elles sont libres, mais elles ont construit cette liberté, grâce à tous les mouvements, heu et l'accès au marché du travail, pour moi, est une des plus belles choses qui est arrivée, aux femmes du Québec. Créant une meilleure équité dans les couples, une meilleure égalité au niveau du partage de l'argent, par exemple. Et évidemment, ce rôle lui, qui a été mieux défini chez la femme, parce que pourquoi les femmes n'auraient pas, elles aussi, une carrière? Je pense par exemple à une amie qui est avocate et qui, parce qu'elle est tombée enceinte, est devenue associée de son bureau d'avocat plusieurs années plus tard que les hommes à cause de ce moment de pause dans sa vie. Donc, ce besoin que les femmes ont à avoir des carrières, parce que la carrière, c'est aussi le revenu parfois, puis c'est la sécurité financière qui, dans un couple, peut être avantageux, parce que vous savez, dans une histoire d'amour, il y a toujours des relations de pouvoir et l'argent peut être un pouvoir qu'on exerce sur l'autre. Les hommes l'ont fait pendant des décennies et des décennies. Donc, le problème pour moi, c'est que la femme, je trouve que c'est un rôle que les femmes se posent moins que les hommes, personnellement. La femme, c'est tellement bien défini. Elle veut sa carrière, elle veut être une mère et elle veut un couple heureux. Le problème, c'est que les hommes, eux, se sont trouvés dans un no man's land. Ils se sont trouvés dans une situation où être un gaga, comme je dirais, c'était plus correct. Et, et eux, les hommes, ne savaient plus comment se définir à travers ça. Et ces changements dans les rôles, évidemment, créent beaucoup de problèmes dans les couples d'aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait revenir à des rôles plus standardisés, plus stéréotypés comme à l'époque? Je ne crois pas. Je crois que ça demande de redéfinir le couple d'une façon différente. Il faut regarder l'amour autrement aujourd'hui, d'une façon plus moderne, si je peux dire, dans la mesure, par exemple, on le voit au niveau de la distribution des tâches dans une maison et au niveau de la distribution des soins envers les enfants. On observe que les papas sont beaucoup plus impliqués que les pères d'avant. Ça amène des choses magnifiques, là. Les papas sont d'autant plus présents dans la vie de leurs enfants qu'ils ne l'ont jamais été de leur vie. Heu il y a des papas maintenant qui choisissent de rester à la maison versus les femmes. Je ne crois pas que ça soit la majorité. Je crois que notre évolution, pendant moi, ce que j'ai lu beaucoup, c'est sur l'évolution, sur les 100 000 années de l'homme et de la femme et de comment on a tendance à retomber dans ces rôles-là. C'est très, selon moi, phylogénétique. C'est dans notre réaction préhistorique, si je peux dire. En même temps, la modernité, l'évolution fait que les femmes demandent aux hommes maintenant de mieux se définir, de mieux redéfinir les rôles dans la relation. Fait que pour moi, c'est moins masculin, féminin que c'était avant. Est-ce que ça a des implications? Certes que ça en a, mais je crois que ça a plus de positif que de négatif parce que ça a amené une égalité de pouvoir au niveau des couples. Moi, je le vois dans mon bureau, mais en 30 ans, comment les femmes maintenant ont une force, une position, un pouvoir dans la relation qui permet d'influencer la famille, les vacances, les dépenses, beaucoup plus qu'il y a une trentaine d'années. Donc, mais évidemment, ça amène aussi des problèmes. Je crois plus de séparation aussi parce que les femmes sont devenues aussi plus. C'est comme si elles s'étaient dit maintenant que moi j'ai réussi à atteindre tout cela, ben toi, je m'attends à ce que toi, homme, tu réussisses aussi à développer ton côté féminin.
Et là, on demande aux hommes de parler de leurs émotions, de leurs sentiments. Et évidemment, selon moi, il y a certains hommes qui n'y arriveront pas. Parce que c'est pas dans leur génétique intérieure. On peut leur apprendre avec la thérapie. Moi, je l'ai fait avec beaucoup d'hommes, à la demande souvent de la conjointe, et on peut faire des améliorations pour que l'homme apprenne à mieux communiquer ses émotions, mais ça reste quand même une force que les femmes ont plus que les hommes. Ouais, mais c'est là que je vais en venir, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Puis justement, moi, que je trouve ça intéressant, le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans un couple, c'est comprendre que lorsque la femme tombe dans son masculin, parce qu'il faut absolument qu'on ait les deux polarités, ça c'est sûr et certain. C'est comme on tombe trop dans le mental, c'est là qu'on se tombe dans la fameuse statistique qui dit que les gens les plus heureux sont les femmes célibataires et les hommes mariés. Parce que malheureusement, je pense que la femme, elle veut tellement en faire, la superwoman, encore là, peut-être reliée à son ego démesuré. Elle va tout faire, elle va tout vouloir gérer, les rendez-vous, les ci, les ça. Fait qu'elle tombe toujours dans son mental. Puis elle, quand elle est toujours dans son mental, elle n'est pas dans son intuitif, dans sa sensibilité. Là, les hormones sont débalancées. Elle devient plus malheureuse. Peut-être une moins bonne conjointe. Puis c'est pas de sa faute, là. Puis peut-être qu'elle est moins heureuse avec elle-même. Donc, s'ensuit des conséquences. Alors, c'est pour ça, des fois, je trouve intéressant de comprendre qu'est-ce qu'est le masculin et le féminin. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le gars qui fait toute telle tâche, tout ça, c'est plus l'équilibre. Mais il faut comprendre que l'homme, il est rationnel, il est décisionnel, et la femme est plus intuitive, nurturing, prendre soin et tout ça. C'est dans la biologie. Fait que si on est débalancé dans ce côté-là, c'est pour ça qu'ils disent, puis là, dans les vidéos qu'on voit, si tu veux attirer un homme dans son masculin, tu dois être dans ton féminin. Parce que la polarité ne fonctionnera pas comme avec des aimants. Fait que c'est toujours la question, quand on est célibataire, qu'on est une superwoman, on dit qu'on s'accroche une roche, qu'on tombe sa grande allée pour que quelqu'un vienne nous ramasser et sauver. Demande-moi d'ouvrir le pot de cornichon de temps en temps. Ben c'est ça, voilà. Et j'ai réalisé, moi, je suis trop transparente. Et c'est ça, tu sais, quand tu rencontres un gars, puis tu es une femme, justement, tu as tes enfants, tu es séparé, ou tu as ta maison, tu as une carrière, tu as un job, donne espace à l'homme, je pense, de se sentir homme. Bien dit. Amène les sacs. Même si tu es capable, on s'en balance, en fait. Donc, lâche la transparence puis l'honnêteté, puis m'en-y un petit peu. Sens que tu as besoin de lui. Puis ça, je pense que c'est là que je vais aller. C'est quoi les rôles féminins et masculins? Puis quand tu es en couple après longtemps, il y a un beau truc que tu m'as déjà parlé. C'est aller à la rencontre de l'autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Christian? Quand que, il est tout à fait normal qu'on se construise un partenaire idéal dans notre tête. Sa forme, sa grandeur, son poids, le nombre de fois il fait l'amour par semaine, sa carrière, sa job, son salaire. Euh, mais toutes ces attentes que l'on préformule, ça peut être aussi formulé en fonction des échecs amoureux qu'on a eus avant dans notre vie. Et c'est très souvent aussi en lien avec les parents qu'on a eus. Donc, on va se construire un partenaire idéal. Et ces attentes, lorsqu'on est, donc on va dater quelqu'un, très souvent, on a en arrière de nous ces attentes qui, pour plusieurs, ne sont pas très conscientes d'ailleurs. Hein. Ah, finalement, il est plus petit que je pensais. Ah, ben finalement, il a beaucoup de cheveux. Ah, puis finalement, il ne fait pas un gros salaire. Ah, il conduit une Jet. Euh, Peu importe. Et c'est ces beaux attentes qui viennent de votre ego, qui viennent de votre idéal, qui vous empêchent d'aller à la rencontre de l'autre parce que vous allez dans une espèce de comparaison que, qui est inévitable qu'on fasse. On le fait tous. Hein, c'est-à-dire, on compare la personne qu'on voudrait avoir, la personne qui est devant nous, puis souvent, la personne qui est devant nous, elle arrive en dessous de l'idéal qu'on s'est construit. Et c'est ce phénomène-là qui empêche la rencontre. Pour qu'on Moi, la meilleure façon que j'explique le mot rencontre, c'est si une amie d'enfance vient frapper à votre porte et que vous allez à sa rencontre, ben vous n'avez pas vu cette amie d'enfance depuis 20 ans. Puis vous étiez des meilleurs amis au secondaire. Ben, quand vous allez y aller à sa rencontre, vous n'avez pas d'attente. Vous êtes juste dans la découverte et la curiosité bienveillante. C'est un mot que j'offre aux gens qui écoutent le podcast. C'est un ingrédient fondamental pour la vie amoureuse, la curiosité bienveillante. C'est-à-dire que tout comportement de votre conjoint vient d'une histoire qui était là avant. Hein. Pourquoi il parle si fort?
ben, saviez-vous que son père était sourd? Donc, si je m'intéresse à l'histoire de l'autre avec curiosité et bienveillance, je vais souvent comprendre ce qui a amené la personne. Ça veut pas dire que je j'entérine et je suis d'accord avec l'attitude ou le comportement, mais qu'à partir du moment où je comprends l'histoire, je vais à sa rencontre et c'est seulement qu'à partir de cette rencontre-là, entre 2 êtres imparfaits, qu'il y a possibilité de changement puis de transformation. Le père de la psychologie humaniste, qui s'appelle Carl Rogers, a dit une chose absolument magnifique à sa mort. Il a dit: «C'est à partir du moment où une personne se sent acceptée comme elle est, qu'elle peut changer». Ouh! Donc souvent hey, vous regardez votre nouveau chum, puis Caroline, s'il était plus comme ci ou moins comme ça, oui, je comprends ce que, ça vous avez sans doute une bonne idée que s'il se levait plus tôt le matin ou, mais avant d'aller là, essayez d'aller comprendre de façon bienveillante et curieuse l'histoire du comportement. Pourquoi tu te lèves si tard le matin? Afin de pouvoir l'amener à changer. Mais c'est souvent cette rencontre-là qui n'est pas faite. Est-ce que ça se peut que lorsque les personnes se séparent, elle dit: «Ben, quand il était avec moi, il faisait jamais ça, puis là, depuis qu'on n'est pas ensemble, il le fait». Mais parce que lui, automatiquement, s'il a rencontré une nouvelle personne qui a accepté comment il était, ben, d'emblée, inconsciemment, il devient cette cible-là. Alors l'autre a fait: «Ben, regarde, il est rendu de même, puis moi, j'ai toujours voulu qu'elle soit de même». Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens. Problème parce que dès qu'elle se sent validée, reconnue, qu'elle a envie de se comporter dans la direction de. Évidemment, il y a aussi d'autres raisons. Là, ça peut être la vengeance aussi. Hein, je vais me comporter comme tu aurais toujours voulu que je me comporte, mais avec la douelle. On le saura jamais. Alors, c'est toujours aussi, je pense que pour rendre un homme heureux, j'aimerais que tu me donnes, peut-être des idées. Je vais commencer avec selon ce que j'ai su, c'est beaucoup la reconnaissance, l'appréciation. Parce que la femme, elle aura une validation. «Tu es belle, tu es fine, je suis contente de te voir». Puis l'homme a besoin de «Tu es fort, tu es bon, tu as bien réussi». Il a besoin de se faire, donner ça. Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il y a des différences. Qu'est-ce qui rend un homme heureux? Ce qui rend une femme heureuse? Oui, oui, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Je te dirais que je crois que les hommes ont beaucoup besoin d'être valorisés et les femmes ont plus besoin de petites attentions au quotidien. Euh, les hommes ont carburent moins à l'attention, ont carburent beaucoup à la valorisation. Donc, par exemple, il vient de passer l'aspirateur et vous comprenez qu'il y a encore un petit peu de poussière en dessous de la table de la salle à manger. S'il vous plaît, mesdames, dites à votre conjoint: «T'es bon, mon chum». Et pas merci, ça, c'est la reconnaissance. Il va être content que vous lui dites merci, mais surtout si vous le valorisez, que vous lui dites qu'il est bon là-dedans. Puis si vous lui dites qu'il est bon là-dedans, il va avoir envie d'en faire encore plus. Les femmes ont plus besoin de petites attentions. Moi, je dis aux gars, c'est comme euh, comment je peux dire, quand j'arrive et quand je pars. Tu sais, c'est des moments où il faut que tu t'occupes de ta blonde. T'ailles la voir, t'ailles à sa rencontre. Tu sais, quand tu rentres de travailler, est-ce que tu vas à la rencontre de ta blonde? Ça veut dire quoi? Tu vas-tu la voir? Tu vas-tu la regarder dans les yeux et dire: «Comment vas-tu aujourd'hui?» Prendre le temps d'écouter sa réponse, vraiment d'être à sa rencontre. Ces petites attentions-là qu'on lui porte par le toucher, par l'écoute, par le regard, les femmes sont très, très, très sensibles à ça. Elles se sentent importantes, elles se sentent valorisées. Donc, ça, c'est des petites différences hommes-femmes que J'aurais envie d'un exemple. Il y a 2 couples dans ma vie que je connais, puis les 2 m'ont dit la même chose. Après autant d'années, mon chum me fait encore mon café à tous les matins. Alors, j'aimerais utiliser cet exemple-là. Ce qui rend heureux la femme, c'est qu'à tous les matins, son chum, il fait son café. Si je comprends bien, si ton chum fait ton café, tu dis: «Hey, mon chéri, il est vraiment bon ton café, merci. Tu l'as vraiment bien réussi». Ben, lui, il a besoin de valorisation sur l'acte qu'il a créé, plus que tu décides de te lever plus tôt puis faire lui aussi son café. Lui, il veut juste que tu vois comment tu fais bien ton café. Même si, mettons, exemple, il s'est trompé dans la recette, il a mis trop de sucre, tu l'as vraiment bien réussi, mais j'aime ça quand il y a un peu moins de sucre. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'il faut vraiment bien encourager l'acte qu'il a fait, puis la femme a besoin d'avoir la terre. oui, euh, c'est sûr que si on parlait des langages de l'amour de Gary Chapman, on pourrait comprendre qu'il y a différentes façons qu'on peut se sentir aimé. Dans ce cas-ci, les services rendus,
dont la personne bénéficie, en est très contente. Euh, oui, je vais lui donner à l'homme de la reconnaissance, dire merci, tu sais, je sais que ça fait 150 fois que je te le dis, mais je te le dis encore. Vous savez, c'est comme la maman qui fait souper pour les enfants, hein, on a besoin d'entendre merci quand même à chaque fois. Euh, le valoriser, ça veut dire, il est vraiment bon ton café, puis je vais laisser faire le sucre, là. Ouais, OK? Je le ferai pas à ce moment-là. Dans un moment plus heureux, pendant qu'on s'enlace sur le divan, je pourrais lui dire, tu sais, mon chum, en passant, le matin, là, un petit peu moins de sucre dans mon café. Hein, dans un moment heureux. C'est le point bon. Sinon, on est dans le oui, mais. Ouais, parce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il est bon ton café, mais il y a trop de sucre. Je préfère attendre, même si ce ne serait pas la fin du monde, dire ça quand même. Hein, je peux toujours m'améliorer à essayer de te gâter. Mais oui, euh, donner de la reconnaissance puis de la valorisation. Quand on compare les couples heureux et les couples malheureux, de moi, des études scientifiques que j'ai lues, la différence majeure, le point fondamental qui différencie les couples heureux des couples malheureux, c'est le taux de renforcement positif quotidien. Fait que le secret du bonheur durable, c'est que les couples heureux, ils parlent écoutez, 5 fois plus souvent, selon les statistiques, parlent 5 fois plus souvent par jour de ce qu'ils aiment de l'autre que de ce qu'ils aiment pas. C'est le secret. Fait on parle du café, pas du sucre. On parle de ce que l'autre a réussi. Bravo, tu as réussi ça. Essayez d'enlever les mais dans votre discours. Vous pouvez mettre un et à la et en même temps. Tu sais, il est vraiment bon ton spaghetti et en même temps un petit peu trop de sauce pour moi. Pas de mais, car le mais sépare, le mais crée la distance, le mais crée le conflit. Alors, c'est là que la transparence, on la met dans une boîte, on la sac dans le frigidaire, parce que parfois, garder des choses pour soi, c'est la clé du succès aussi. Et ça me fait penser un peu la théorie de quand tu conduis une voiture ou une moto, si tu prends une courbe, tu regardes au fond de la courbe. Donc, les paroles impeccables, puis ton message, tout ce que tu utilises, par juste du positif. Parce que sinon, si tu parles des arbres qui sont autour dans la courbe, tu vas rentrer dans les arbres. Vois le positif, donc plus de gratitude envers le conjoint va t'amener beaucoup plus loin. Tout à fait. Et de tolérance. Et ouais. Car les couples heureux, c'est démontré, sont plus tolérants que les couples malheureux. Ça veut dire que Gérard, là, quand Ginette, elle laisse ses souliers dans l'entrée, après 20 ans, il ne demande plus, il chiale plus, il les serre parce qu'il sait que ça, là, c'est pas la plus belle qualité de sa femme. Mais c'est pas pour cette qualité-là qu'il a appris à l'aimer. Donc, l'amour est fait de beaucoup de tolérance. C'est pour ça que les exigences de notre ego, on apprend à les descendre, on les transforme en préférence plutôt qu'en exigence. Vous savez, le corps de la personne que vous aimez là, ne peut faire que vieillir. Alors, si votre ego et vous apprenez pas à aimer l'autre dans son imperfection, ben vous allez passer votre vie à être exigeant, à parler de ce que vous aimez pas, être intolérant, puis votre couple, il durera pas très, très longtemps. Il faut arrêter de rire parce qu'on rit beaucoup de ça. Tu fais en tout cas, mon chum est assez gossant, je sais pas qu'il passe le balai, faut que je le félicite. Ben oui, faut que tu le félicites. Parce que si tu veux qu'il repasse le balai, il faut que tu l'encourages puis tu dis qu'il est bon quand il passe le balai. C'est comme un running gag, mais c'est un besoin que l'homme a de se faire dire Regarde, chérie, j'ai arrosé les plantes. Ah, mais t'as arrosé les plantes, je le fais plessinage, je le dis-tu, moi? Mais on n'est pas conçu pareil. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Mais oui, ça doit être gossant à la longue, mais je vais aller plus loin que ça. Vous avez des enfants dans la maison, vous créez une ambiance dans la maison. Si on a des parents qui se valorisent, qui se portent de l'attention, qui s'encouragent, qui acceptent que l'autre tombe sans le blâmer, vous allez apprendre à vos enfants une belle attitude dans la vie, non seulement par rapport à leurs frères et sœurs, mais par rapport à eux-mêmes éventuellement. Cette bienveillance, puis cette compassion qu'on a les uns envers les autres, c'est aussi pour l'apprendre envers soi-même. Donc, moi, je l'encourage fortement. L'exemple que je donne, très simple, des fois en thérapie de couple, c'est qu'on va souvent avoir tendance à exprimer nos frustrations. Tu rentres trop tard, tu m'aides pas dans la maison, tu m'écoutes jamais. Et juste apprendre à exprimer nos besoins plutôt que nos frustrations peut complètement changer l'ambiance d'une famille. Et c'est j'aimerais, non, il faudrait que tu. Exact. De se demander de façon souple. Mais c'est tout un travail de
la précision des mots, là, tout un travail à dépasser de la frustration au besoin. Moi, c'est un exercice que je donne souvent à faire. Donc, tu sais, Robert, comment tu pourrais dire à ta femme, on baise jamais? On pourrait dire, c'est fou comme je m'ennuie de toi, j'aurais vraiment envie qu'on fasse l'amour. Est-ce que tu aurais du temps à nous donner ce soir, s'il te plaît? Tu m'aides jamais dans la maison, ben que je l'ai fait pratiquer. Hein? J'aurais besoin de ton aide, mon chum. Est-ce que tu aurais du temps pour moi pour venir m'aider? Des fois, vous seriez surpris Ah dans l'art de la demande, lorsqu'on le fait d'une façon adéquate, comment la personne qui vous aime est prête à faire plein de choses pour vous. C'est soit la façon dont vous le demandez qui va être problématique. un livre que je viens d'écouter parce que j'écoute plus que je lis, c'est Comment se faire des amis. Je pense que ce livre-là aiderait, quand même à mieux formuler comment qu'on parle, peu importe à qui. Je pense sincèrement que, comme tu dis, si je me trompe pas, parce que là, on veut aider les gens en couple, les gens célibataires, on oublie les critères, mais on pense plus à nos valeurs. Est-ce que là-dessus, ça serait un bon chemin? Parce que justement, pour que tu perdures longtemps avec Gaétan Virginet, il faut que les valeurs soient similaires ou qu'ils respectent en plus les valeurs que tu tiens plutôt que la couleur de yeux qu'elle a sur le long terme. Et quand on cherche un partenaire, on regarde quoi? On regarde plus les valeurs que les critères physiques ou environnementaux. Hem, Ça peut faire partie des valeurs. Hem, heu, la première chose que j'aurais envie de répondre, c'est les couples heureux ne sont pas compatibles, ils sont appropriés l'un pour l'autre. Le mot approprié, c'est vraiment un mot magnifique. Apprendre à mettre dans son vocabulaire. Je cherche une personne appropriée pour moi. Ça veut dire que vous aurez à faire la tolérance parce que ça ne sera pas parfait. Donc, c'est là que l'échelle de valeur prend toute sa signification. Moi, je prends souvent l'exemple d'un couple qui veut s'acheter une maison. Et on veut s'acheter une maison. Moi, je veux de la lumière. Moi, je veux une grande cour. Ouais, mais moi, je veux ta cuisine soit rénovée. Fait qu'on va voir nos critères. Puis on va chercher la maison parfaite toute notre vie, à moins qu'on fasse une échelle de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir une grande cour ou d'avoir une cuisine rénovée? Et là, on va déterminer sur une échelle le plus du moins important. Alors, moi, quand une personne est célibataire, je vais souvent lui demander, OK, ton échelle de valeur, qu'est-ce qu'il y a de plus et de... Parce qu'ils ont tendance à avoir un raisonnement circulaire. Donc, ils disent, oui, mais tout est important. Je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit autonome, je veux qu'elle n'ait pas d'enfant. Je dis, si tu le fais comme ça, tu vas passer ta vie à tourner en rond, à chercher la personne parfaite ou idéale pour toi, comme si toi, tu croyais que tu étais parfait ou idéal pour les autres. Alors, on va construire une échelle de valeur dans laquelle on va lui demander, OK, l'apparence physique, c'est vraiment important pour toi. C'est correct, tu peux faire ce choix-là. Maintenant, quels sont les critères que tu vas mettre en dessous? Et quand tu vas arriver à prendre des décisions, tu vas le questionner à travers ton échelle de valeur en acceptant que sur une relation de 20, 30, 40 ans, l'échelle, elle va bouger, les échelons vont se déplacer, la personne devant toi, elle va évoluer aussi, elle ne va pas nécessairement se transformer dans la direction que tu désires. Hein? Alors, l'échelle de valeur, c'est comme ça. Puis comment on découvre nos valeurs? Réponse simple du docteur Harris. Deux façons de découvrir vos valeurs. Un, regardez vos comportements, vos actions. Ce que vous faites dans une journée détermine pas mal ce qui est important pour vous. Euh, Moi, je vais toujours trouver une façon de réserver pour faire du karting parce que j'adore la course, j'adore le gaz, j'adore les pneus. Donc, c'est des valeurs importantes pour moi. Alors, mes comportements vont s'ajuster en fonction de cette valeur-là. Euh, L'autre façon de découvrir vos valeurs, c'est par la souffrance. Euh, Ça fait 2 semaines que vous n'avez pas fait l'amour avec votre femme, vous êtes triste, puis vous êtes un peu fâché. Cette souffrance-là vous parle de ben, c'est important pour moi d'avoir des échanges amoureux avec ma femme, des échanges affectifs. Donc, servez-vous de votre souffrance pour identifier ce qui est important pour vous. Et après ça, être capable de le mettre sur une échelle, puis de déterminer comment comment vous allez exprimer à l'autre ce qu'il y a d'important pour vous actuellement dans votre vie. Wow! Alors, je pense que pour conclure avec le Dr. Harris, tu t'as dit? Ouais, Russ Harris. Ross Harris, on va ramener aussi le fait que si vous voulez être heureux en couple ou dans une vie de célibataire, peut-être prêt à rencontrer ou pas. C'est l'amour de soi, mais pas n'importe quel, l'amour de soi dans ses imperfections. Et aussi s'assurer, pas nécessairement, mais est-ce que j'ai bien compris la validation qu'elle vient de moi? Et sinon, ben, trouver des outils pour ne plus avoir besoin du jugement des autres pour s'aimer soi-même dans ses imperfections. Trouve tes valeurs,
Puis accepte que l'homme ou la femme n'a pas les mêmes besoins. En plus, on est en dehors des langages de l'amour. Tu as les langages de l'amour, mais on n'a pas les mêmes besoins. Donc, ben, je te souhaite que tu dises à ton chum qu'il passe bien le balai, puis que tu fasses le café à ta blonde à chaque matin. Alors, merci beaucoup, Christian. J'espère que cet épisode t'a aidé, vous t'a diverti. Partage-le pour aider d'autres personnes, puis si jamais tu l'as aimé. Et si tu ne l'as pas aimé, ben partage-le quand même, parce que tous les goûts sont dans la nature. Merci beaucoup. Merci, Christian. C'est possible. Voilà!